bienvenue à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Nous allons décrypter les championnats européens. Avec nous, notre consultant Manu Petit. Manu, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Et puis Lise Barenbaum qui est avec moi sur ce plateau, bonjour. La charmante Lise Barenbaum. Bonjour, vous avez donc tout lu dans la presse, vous allez nous faire un point dans cette émission. Restez avec nous, on commence tout de suite. Allez, on ouvre cette émission avec la 36e journée de Liga, une journée qui était décisive pour l'attribution du titre. Regardez, le Barça sur sa lancée a battu le Real, la Real Sociedad 2-0. Les Catalans qui font un grand pas vers le titre puisque dans le même temps, le Real Madrid a concédé le match nul 2-2 à domicile contre Valence. Derrière, l'Atlético Madrid met en péril sa 3e place avec un match nul contre les Levante. Séville perd une chance de remonter en 4e position en faisant 1-1 contre le Celta Vigo. Allez, on commence tout de suite avec le Barça qui sort d'une semaine incroyable. Après sa grande victoire contre le Bayern, il fallait rester concentré et ça a été dur contre la Real Sociedad. Mais les Catalans ont fait le job avec une petite victoire, Manu, mais une victoire quand même, 2-0. Une petite victoire, mais une victoire ô combien importante d'un point de vue comptable, étant donné que le Real Madrid, dans la foulée, a perdu également. Donc, ils ont conforté leur position de leader, mais ils l'ont accentué avec 4 points à 2 journées de la fin. Donc, 6 points possibles encore d'un point de vue comptable. Vous comprenez que cette victoire, même si elle a été tirée par les cheveux, est extrêmement importante. Alors, justement, on va quand même noter le but extraordinaire de Pedro, un retourné acrobatique absolument incroyable. Il y a Messi, Neymar, Suarez, mais derrière, il y a une relève juste exceptionnelle dans cette équipe. Bon, on ne compte plus le nombre de talents, et puis si vous continuez dans cette logique, vous pouvez même puiser dans la Masia, donc c'est un réservoir, un puits sans fond. Mais c'est vrai que Pedro, qui ne joue pas très souvent, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, s'est illustré par cette retournée acrobatique qui est merveilleux, qui est un geste technique extrêmement dur à réaliser, qui plus est dans une surface de réparation avec un ballon qui arrive en retrait, donc un geste imparable pour le gardien de but. Alors Lise, ce match contre la Real Sociedad ne restera pas dans les annales. En revanche, celui contre le Bayern de Munich, oui. Il y en a un qui a passé un vrai sale quart d'heure sur les réseaux sociaux. Oui, c'est Jérôme Boateng du Bayern de Munich qui est vraiment l'homme le plus raillé de la semaine. Il a été humilié par Lionel Messi, dont le dribble l'a mis à terre contre le Barça, et donc il a payé sur Twitter. Alors sur sa page Wikipédia, qui a été piratée, on a même pu lire que sa mort s'est produite le 6 mai 2015 au Camp Nou. Il y a eu une autre parodie avec le jeu télévisé Qui veut gagner des millions. On nous dit que Boateng aurait perdu sa dignité au cours de cette action. On a même eu une mobilisation « Je suis Boateng comme je suis Charlie » sur Twitter. Et enfin, le site Eurosport se moque de Boateng en le comparant à un arbre rompu. Alors le joueur a répondu à ses détracteurs avec une photo tirée du film Le Parrain où il dit que les détracteurs diffusent toujours les échecs mais sont discrets par rapport au succès. Bon, il garde quand même le sens de l'humour et il a quand même beaucoup de recul. Mais vous pensez que ça peut faire des dégâts, ce genre justement de bashing sur Internet ? Valérie, vous n'êtes pas naïve quand même. Je pense que vous l'avez bien compris. Je crois que tout le monde l'a bien compris. C'est-à-dire à l'heure actuelle, sur Internet et les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de filtre aujourd'hui. Donc en plus, c'est sous couvert d'anonymat la plupart du temps. Donc les gens sont liégeons pour cracher leur venin. Donc ce qui est dommage parce que quelque part, je me réjouissais de l'arrivée des réseaux sociaux. C'est quelque part un retour de la démocratie, la prise de parole de la population. Mais c'est vrai que c'est souvent des railleries, du racisme et beaucoup de dérives sociétales. Ouais. Alors Lise, cette semaine, on en apprend un peu plus sur les tatouages de Messi. Oui, il en a beaucoup et c'est son tatoueur Roberto Lopez qui nous éclaire un petit peu. En fait, il nous dit qu'il a un portrait de sa mère sur l'omoplate, il a les mains de son fils Thiago sur le mollet, il a même une représentation du Christ sur le bras et un vitrail de la Sagrada Familia. Il a aussi une horloge pour symboliser le temps qui passe, une carte de l'Amérique du Sud et même un rosaire de la forme de Rosario, sa ville natale. Ah oui, il manque plus qu'il se fasse tatouer Ronaldo et puis ça sera complet. Dites-moi, vous avez des tatouages? C'est la mode ça chez les footballeurs? Non, je n'ai pas de tatouage. Moi, je fais partie de l'ancienne génération, celle de transition, vous savez, celle qui servait à rien. Oui, qui a juste gagné une Coupe du Monde. Non, mais c'est un tatouage. Oui, ces derniers temps, j'y pensais, notamment pour célébrer un petit peu la venue de mes 3 filles. Mais bon, c'est vrai que pour moi, le bien le plus précieux est probablement notre peau. Donc, c'est ce qu'on voit au premier abord quand on rencontre quelqu'un. Donc, il faut y prendre extrêmement soin dans la mesure, en plus, que la peau n'est pas une denrée qui n'est pas périssable. Donc, sur la durée, c'est très difficile de conjuguer avec un tatouage.
Alors, on va tout de suite faire un point sur le Real Madrid qui est dans une très mauvaise passe. Il ne nous avait pas habitués à ça cette année. Et pourtant, en seulement 7 jours, il est proche de tout perdre, distancé par le Barça en championnat espagnol et perdant face à la Juventus de Turin en Ligue des Champions. La Casablanca ne fait très pâle figure. Les hommes de Carlo Ancelotti vont devoir se ressaisir. Mais vous allez le voir qu'ils ont encore confiance en eux. On va regarder votre reportage tout de suite, Lise, et on en parle après. Le Real lâche prise au mauvais moment. Alors que le Barça avait mis la pression avec une victoire 2-0 sur la Real Sociedad, la Casablanca a été tenue en échec à domicile contre Valence sur le score de 2-2. Le club merengue ne prend qu'un point à Santiago Bernabéu et les Catalans se rapprochent dangereusement du titre. En première période, les Madrilènes ont touché les montants à 2 reprises en 5 minutes. Bale sur coup franc, puis Ronaldo de la tête sur corner. C'est Valence qui ouvre le score à la 19e minute avec Alcacer. 7 minutes plus tard, Kroos sort et Fuego marque de la tête à la 26e. Le cauchemar ne s'arrête pas là. Chicharito trouve le poteau et Ronaldo rate un pénalty dans les arrêts de jeu. Sous l'influence de Carvajal, entré en jeu en début de seconde période, le Real reprend des couleurs. Pepe place une tête au milieu du but à la 56e, mais malgré l'acharnement des attaquants madrilènes, Diego Alves, le gardien valencien, a tout repoussé. Il finit néanmoins par céder sur une frappe extraordinaire d'Isco. En une petite semaine, les hommes de Carlo Ancelotti sont presque sur le point de tout perdre. Bien que battu par la Juventus de Turin lors de la demi-allée de Ligue des Champions, l'entraîneur madrilène reste confiant. Ils ont vécu un instant de grâce. Ils étaient très enthousiastes. Mais ce n'était que le premier match, la première demi-finale. Il y en aura une autre. Le Real est très confiant sur le match retour. Nos supporters vont nous aider. Malgré les 2 contre-performances du Real, on ne crie pas trop vite victoire. Mercredi prochain, nous allons trouver un Real aguerri. Je le répète, il faudra faire un meilleur match que ce soir. Il faudra mettre un but à Madrid, autrement ce sera difficile d'être assuré de la finale. En mauvaise posture, mais pas encore éliminé en Ligue des Champions, Madrid vient peut-être de perdre le championnat. Il reste 2 journées à jouer en Liga et le club de la capitale compte 4 longueurs de retard sur Barcelone. Alors tout n'est pas encore perdu pour le Real, mais c'est fou le football. On travaille toute une saison pour gagner et puis en une semaine à peine, on peut tout perdre, Manu. Bon, on peut tout perdre, malgré tout, ils sont quand même dans un ballottage favorable en Champions League parce qu'il suffit qu'ils marquent un seul but et qu'ils n'en prennent pas face à la Juve, ils sont qualifiés avec le but qu'ils ont marqué à l'extérieur. Donc ça reste largement faisable pour le Real de Madrid. Ce que je regrette toutefois, c'est que sur cette défaite, la semaine qui arrive, le week-end qui arrive, on a le choc entre l'Atlético de Madrid et le Barça. Donc ils auraient dû justement faire en sorte de gagner contre Valence pour revenir vraiment très très près de Barça dans ce choc dans l'avant-dernière journée de la Liga. Et un chiffre tout bête que je vais vous donner aussi, Val, c'est que si le Real perd, et il est bien parti pour perdre le championnat, et il le doit essentiellement à ses contre-performances contre les équipes de tête, que ça soit contre le FC Barcelone, le FC Valence ou même l'Atlético de Madrid, sur 6 confrontations, ils n'ont récupéré que 4 points sur 18 possibles. Donc c'est vraiment contre les équipes de tête que le Real Madrid a perdu le championnat cette année. Ouais. Vous pensez que Benzema a manqué au Real pour ce match ? Moi, je pense que Modric est toujours l'élément essentiel. Là, ils ont perdu Kroos sur blessure. J'espère qu'il sera établi pour le match crucial en Champions League parce qu'ils ont quand même la possibilité, les Madrilènes, dans cette semaine extrêmement compliquée, de sauver la saison et de sauver leur saison en se qualifiant en finale de Champions League et pourquoi pas conserver leur trône européen face à l'ennemi juré qu'est le Barça qui est très bien parti pour se qualifier également pour la finale. Donc, tout n'est pas perdu aujourd'hui, tout n'est pas acheté dans les toilettes. Donc, je pense qu'ils ont encore la capacité de sauver une partie de leur saison. Alors, on va sortir quelques minutes du rectangle vert avec vous, Lise Barimbaum, avec un très beau geste de CR7 qui a mis la main à la poche pour les victimes du séisme au Népal. Oui, en fait, il a posté un message d'appel aux dons sur Facebook puisqu'il a 100 millions de fans sur ce réseau social. Et puis ensuite, il a carrément signé un chèque de 7 millions d'euros pour soutenir le Népal. C'est pas la première fois qu'il prend ce genre d'initiative. En 2011, il avait revendu son soulier d'or pour récolter des fonds pour les enfants de la bande de Gaza. C'est un joli geste, Manu, ce qu'il a fait. Bon, on connaît sa générosité et c'est vrai que le fait de donner, et c'est pas rien, 7 millions d'euros quand même s'il en gagne énormément par an, c'est quand même une très très belle somme.
Donc c'est vrai qu'il est souvent critiqué pour son côté individualiste, son côté un petit peu bling-bling clinquant, mais c'est un garçon avec un grand cœur, une grande générosité. Donc moi je pars du principe qu'à partir du moment où vous aidez les gens, que ça soit physiquement ou même par des dons financiers ou autres, c'est toujours bien pour la communauté. Alors Lise, c'est un véritable feuilleton que nous suivons depuis des mois. Enfin, Zinedine Zidane a obtenu son diplôme d'entraîneur. Oui, ça y est. Et il était très content. Il l'a déclaré, il l'a annoncé sur Instagram avec une belle photo. Il a donc enfin sa licence professionnelle européenne d'entraîneur UEFA. Donc la fédération espagnole ne pourra plus lui reprocher d'exercer sans diplôme. Alors Manu, vous pensez qu'il est mûr pour aller au Real? Ça y est, maintenant qu'il a le diplôme. Au Real ou peut-être ailleurs, mais je pense qu'il a très bien fait dans ses démarches depuis quelques années. Il est parti de loin, il n'a jamais mis son nom en avant, donc on a souvent cherché des problèmes sur sa tête. Mais malgré tout, je trouve qu'il a pris la bonne démarche, la bonne direction. Donc, est-ce qu'il va être entraîneur du Real Madrid? On ne sait pas si Ancelotti va être conservé à l'issue de cette saison. Tout dépendra du parcours en Champions League notamment. Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il partira sous d'autres cieux? Moi, je pense qu'il est très attaché aussi à la Casablanca, le Real Madrid. Donc, on va attendre un petit peu avant de se prononcer. Mais je pense que je ne vois pas Zidane aller ailleurs qu'au Real Madrid. D'autant plus que c'est le Real Madrid qui lui a donné sa chance. Il y a des rumeurs d'ailleurs. Voilà. Là, on entend que Ancelotti irait peut-être au Milan AC. Donc, il y a quand même quelques pistes. Oui, il y a toujours le jeu des chaises musicales en fin de saison, beaucoup de spéculations et de rumeurs. Ça a été dit aussi sur le compte du Paris Saint-Germain ou même de Manchester City avec Guardiola. Donc beaucoup de spéculations, mais je pense qu'il est très attaché quand même au Real Madrid. Allez Manu, on va découvrir tout de suite le classement de cette Liga ensemble. La fin du suspense est proche. En Espagne, le Barça possède 4 points d'avance sur le Real alors qu'il n'en reste plus que 6 en jeu avec une victoire sur ces 2 rencontres à venir. Et les Catalans seront sacrés champions. L'Atlético est toujours 3e avec 77 points. Derrière, Valence pousse toujours avec 73 points. Séville est légèrement en retrait avec 70 points. Notez également que Villarreal s'est assuré mathématiquement de la 6e place et est donc qualifié pour la prochaine Europa League. Allez, on passe tout de suite au dossier de la semaine. Et on va rester en Espagne, Lise, où il y a des affrontements entre la Ligue et les syndicats de joueurs. Et justement, ces affrontements s'intensifient. Oui, en fait, la Ligue espagnole vient de déposer plainte afin de bloquer la grève qui a été annoncée par le syndicat des joueurs, une grève qu'elle juge illégale. En fait, en Espagne, en ce moment, il y a un conflit entre d'un côté la Fédération espagnole et le syndicat des joueurs et de l'autre côté la Ligue de foot professionnelle espagnole et le gouvernement espagnol. Ça porte sur une nouvelle répartition des droits télé. Selon un décret qui a été adopté en avril, 90% des droits reviendront à la première division alors que 10% iront à la deuxième. La fédération, elle, veut une vente centralisée des droits TV. Elle a donc annoncé une grève illimitée à partir du 16 mai pour protester. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Manu? Pourquoi la Ligue entretient un tel climat de tension entre elle et les joueurs en Espagne? Le climat, en fait, c'est l'aspect financier et le pouvoir politique également. Donc, vous l'avez dit, Louise, c'est les joueurs qui sont rangent du côté de la fédération. Mais quand je dis les joueurs espagnols, je mentionne bien ce que je dis, c'est-à-dire espagnol, parce que je ne vois pas ni Messi, ni Neymar, ni Cristiano Ronaldo, ni Christian Bale. Je veux dire, tous ces joueurs à l'heure actuelle qui sont les stars incontestées de la Liga, je ne les ai pas vus manifester auprès des Iniesta, Xavi et compagnie Piqué, qui eux se sont rangés du côté de la fédération parce que ce sont des joueurs espagnols. En fait, le conflit pose à la fois sur le pouvoir que perd la Fédé, une partie de son pouvoir dans cette transaction, également une partie aussi de la manne financière qui est issue des droits télévisuels. Donc c'est un conflit qui ne date pas d'hier entre la Fédé et la Ligue. Ça fait longtemps qu'ils sont entrés en guerre. La Fédé est entrée également en guerre avec le gouvernement depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc moi, j'essaye de savoir le positionnement des joueurs. J'ai le sentiment qu'ils sont instrumentalisés par la fédération pour avoir du poids dans ces décisions-là. Ils n'ont pas été invités à la table des négociations, que ce soit la Fédé et les joueurs. Donc c'est aussi quelque part faire valoir un petit peu leur autorité et leur position. Mais j'ai le sentiment qu'ils sont instrumentalisés par la Fédé parce que quelque part les joueurs aussi ont une dent contre le gouvernement espagnol parce que la vendetta fiscale qui a eu lieu ces dernières années, on l'a vu encore il y a quelques mois avec Messi, avec Piqué et compagnie pour parler que les joueurs du Barcelone, mais c'est également le cas aussi au Real Madrid. Dans ces droits d'image, vous savez, où les joueurs pouvaient placer 15% de leur salaire dans une société d'image qui sera imposée seulement à 30%. Le gouvernement espagnol veut mettre tout ça, à faire table rase de tout ça et ramener une équité fiscale au niveau des citoyens espagnols. Donc vous comprenez que
le nerf de la guerre est à la fois financier, juridique, mais politique. À 2 semaines des élections municipales en Espagne, les politiques marchent un petit peu sur des œufs. Alors justement, ça entraîne de nombreuses réactions et des réactions contrastées. Écoutez. Je pense que ce problème va trouver une solution dans les prochains jours. Il y a un manque de communication entre les partenaires. Ils vont se rencontrer et prendre une décision juste. Je ne pense pas que le championnat va se finir comme ça. Le championnat va se terminer selon le calendrier prévu. Je peux déjà anticiper. On peut penser qu'on parle au minimum, quand on perd une journée de football professionnel, nous calculons qu'on peut facilement parler d'une perte de 50 millions d'euros. Et bien voilà Manu et Lise, que le temps passe vite en votre compagnie. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir été là pour cette fin de saison qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. On se retrouve la semaine prochaine pour décrypter la Ligue des Champions et bien sûr tous les championnats européens. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Restez avec nous, l'info c'est tout de suite et c'est sur i24 News.